Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons étudier des méthodes pour créer des outils qui pourront nous être utiles lors de nos développements de sites en responsive design. Nous allons afficher en permanence la largeur de viewport dans la fenêtre, comme vous le voyez ici. Nous afficherons aussi une information supplémentaire concernant les points de rupture de notre design. Dans notre cas, nous allons utiliser Bootstrap 4 et nous ferons donc référence aux points de rupture de cette version. Et nous afficherons ici la taille du viewport en permanence. Cet élément sera fixe sur notre écran, c'est-à-dire que si nous faisons dérouler l'ascenseur dans notre page, l'élément restera affiché en permanence. Nous pourrons aussi rajouter d'autres éléments qui nous indiquent la taille des éléments sur lesquels ils seront affectés. Lorsque nous allons faire varier la taille de la fenêtre, en plus de l'indication ici de la taille et du point de rupture, nous ferons changer la couleur comme ceci à chaque changement de point de rupture. Vous voyez qu'ici on passe à large, la couleur change. Si je passe à médium, la couleur va changer à nouveau. Si je passe à small, la couleur change encore. Et si je vais vers extra small, la couleur va encore changer. Voilà l'outil que nous allons créer. Alors bien sûr, vous allez me dire, ça existe déjà. Si je vais dans Chrome ici, si j'appuie sur F12 pour faire apparaître les outils de développement, et si je clique sur cette icône ici, Toggle Device Toolbar, je vais faire apparaître un outil ici qui me permet bien sûr de faire varier la taille du navigateur. Et ici, je vois la largeur qui s'affiche en haut, je la vois varier, et j'ai aussi mes points de rupture qui s'affichent. Mais c'est une méthode différente, ça ne remplace pas, c'est suivant comment vous voulez travailler, si vous avez cette préférence, et en même temps, ça nous fera un petit exercice de codage, donc c'est tout bénef. Je reviens dans la situation plein écran. Au niveau de Firefox, que je fais apparaître ici, nous avons l'équivalent, c'est-à-dire que si je tape la combinaison de touches CTRL majuscule M, je vais faire apparaître un outil équivalent qui va me permettre aussi de faire varier la taille du viewport et de faire apparaître la taille ici. Ce que je vous propose ne va pas remplacer ces deux outils, ça va simplement être une manière différente de travailler et ça nous fera un exercice de code. Pour développer notre exemple, nous allons créer une maquette simple de page HTML avec du texte de remplissage. Nous utiliserons la librairie Bootstrap CSS ainsi que la librairie jQuery. Au niveau du code JavaScript, nous allons créer une fonction ici qui va nous permettre de calculer la dimension du viewport. Ensuite, nous allons créer des éléments span dans notre code HTML et en fonction de leur comportement, nous modifierons les valeurs à l'intérieur de ces éléments, simplement. Et nous utiliserons aussi du CSS, faire varier la couleur de fond de notre élément body en fonction de la largeur du viewport. Et pour ça, nous utiliserons les points de rupture de Bootstrap. Nous utiliserons aussi le pseudo-élément before afin d'injecter une valeur dans un élément. Voilà ce que nous allons voir en détail pendant cette petite heure qui va suivre. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite, on va attaquer directement. Avant d'attaquer, j'avais oublié de vous présenter une dernière fonctionnalité que nous allons utiliser. Vous voyez ici le case à cocher. Si on clique sur cette case à cocher, nous allons surligner les éléments de type div en rouge et ceux qui ont la classe row de Bootstrap en vert. C'est un exemple comme un autre, mais ça vous permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires afin de visualiser vos éléments dans votre construction de site web. Voilà, la présentation est terminée, maintenant nous attaquons pour de bon. C'est parti. Nous voici partis. Je vais démarrer un squelette de page web très rapidement, puisque je suppose que vous savez faire cela. Donc je vais ici dans Visual Studio Code, j'ai créé un projet ici dans un dossier. Je vais créer un nouveau document que j'appelle index.html, comme ceci. À l'intérieur, je vais créer rapidement une structure HTML, comme ceci. Là, je vais mettre en français. Ici, je vais changer le titre. Responsive Utilities, par exemple. Ensuite, je vais intégrer jQuery. Je récupère ici la valise de script que j'ai téléchargée, enfin que j'ai copié-collé depuis le site. Je vous épargne cette étape. Je copie ici l'appel de jQuery parce que j'en aurai besoin ensuite. Je vais aussi utiliser Bootstrap pour gagner du temps. Donc je récupère la feuille de style de Bootstrap
que je vais copier-coller ici. La voici, le CSS de Bootstrap. Au passage, je récupère aussi le JavaScript de Bootstrap, même si je ne suis pas sûr de m'en servir, mais peu importe. Donc je le colle ici à la suite de JavaScript, comme ceci. Voici les scripts minimaux. Je peux enregistrer ma page. Ensuite, je vais lancer le live server de Visual Studio Code, puisque j'ai la possibilité de le faire. Là, je pense qu'il suffit. Normalement, je devrais avoir une icône en bas, je ne la vois pas, mais je vais faire un clic droit ici et je vais cliquer sur Open with Live Server. En faisant ceci, il va m'ouvrir une page ici. Je reconnais le titre que j'ai mis ici. Je peux, si je veux, rajouter ici un H1 pour afficher quelque chose dans la page. Par exemple, coucou. Et maintenant, si j'enregistre mon fichier, le site va se recharger automatiquement. Donc je vois bien que j'affiche la page. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, je vais créer deux fichiers, un fichier JavaScript et un fichier CSS. Donc ici, je clique sur cette icône. Je crée un nouveau fichier que je vais appeler style-wk.css. Voilà, donc le "-wk", ça traduit que c'est un fichier de travail, hein, comme work, mais vous l'appelez comme vous voulez. Et je vais créer aussi un fichier qui s'appelle script-wk.js. De la même façon, j'aurai le JavaScript utilitaire à l'intérieur. Je vais raccorder ces deux fichiers à ma page web. Donc je me positionne à la suite ici du chargement du Bootstrap. Et je vais coller deux lignes que j'ai préparées. Le style, il est ici. Par contre, le script, là, je vais le mettre plutôt en bas, après le chargement de Bootstrap. Voilà, comme ceci. J'enregistre. Pour vérifier que tout marche bien, je vais mettre un script provisoire ici, à l'intérieur de mon fichier. Comme ceci, je vais l'enregistrer. Au niveau du CSS, je peux mettre une règle temporaire. Body, background, color vert. J'enregistre. Maintenant, je vais faire réapparaître ici la page. Étant donné que j'utilise Live Server et c'est rechargé automatiquement, je vois bien ici que le fond est vert. Et si je fais apparaître la console ici, je vais avoir mon message Hello. Donc mes deux fichiers sont bien chargés. Je peux pousser un peu plus loin ma recherche ici en allant au niveau du réseau. Je vais cliquer sur tout, je vais recharger. Et là, je vois bien que tous les fichiers que j'ai demandé, à savoir le jQuery, le JS, Bootstrap le JS, Bootstrap le CSS, et mes deux fichiers sont bien chargés. Ensuite, nous allons mettre quelques éléments dans la page. Je retourne dans le fichier index.html. Là encore une fois, je vais aller assez vite parce que vous appliquerez ça dans votre propre design. Je vais supprimer ce H1 ici et je vais créer quelques éléments à partir de Bootstrap. Alors je vais mettre un container. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre une row. Et je vais mettre quelques éléments de colonne. Là, je ne vais pas faire compliqué. Je vais prendre des cols 6. Je vais en mettre 2. Voilà. Je vais les ouvrir. Et là, je vais mettre un paragraphe. Et je vais mettre l'orem 50. Alors là, j'utilise une fonction de emmet aussi. Je ne sais pas si c'est de emmet ou de l'éditeur. Je pense que c'est de emmet. De générer du texte lorem ipsum avec la commande lorem et le nombre de mots que je veux. Je fais tab et il me remplit de texte. Donc c'est fort pratique. Alors ici, j'ai une première row. Là, je vais mettre un commentaire. Voilà, pour me repérer. Je vais prendre cette row, je vais la copier. Je vais la coller quelques fois. Ici, c'est la fin du conteneur. N'hésitez pas quand vous développez à commenter vos balises de fin. Parce que les divs fermentent, elles s'appellent toutes divs. Et on ne sait plus qui est qui après. Donc là, c'est celle de fermeture du conteneur. Et là, j'ai les rows. Je vais enregistrer. Je vais regarder ce que j'ai obtenu dans ma page. Que je ne retrouve plus. J'ai dû la fermer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Serveur offline. Alors, j'ai dû fermer la fenêtre sans le vouloir. Je vais relancer le serveur. Voilà. J'ai mes blocs qui apparaissent ici.
pour l'instant ça va nous suffire. Et on va installer donc maintenant notre code. Alors, je vais faire un bref récapitulatif quand même, parce que là, comme j'étais assez vite. Au niveau de notre page HTML, alors, je vais réduire ici pour qu'on voit tout. Alors on a une structure HTML, j'ai chargé ici le CSS de Bootstrap, je charge ici mon propre CSS de travail, mais je pense que dans une vraie application, vous auriez votre CSS de la page en question, et ce fichier de CSS de travail, vous le chargeriez après, et vous voyez qu'ici j'ai mis même un commentaire à supprimer en production, parce que lorsque votre site est fini, il faudrait supprimer cette ligne. Ou alors, dans un premier temps, si vous êtes en phase de mise au point, il suffirait juste de mettre le commentaire au début, comme ceci. Ça veut dire que si vous avez besoin de retoucher votre site après coup, vous pourriez reprendre la ligne et ici réactiver le chargement de la feuille de style. Et quand tout serait au point, vous pourriez la sortir. Donc nous avons le style en haut. En bas, nous avons chargé jQuery, ici. Ensuite, nous avons chargé le JavaScript de Bootstrap, mais je ne suis pas sûr encore de m'en servir, mais peu importe. Et ensuite, j'ai chargé le script de travail. Et vous, si vous aviez un script propre à votre site, bien sûr, vous le chargeriez ici, avant le script de travail. Et nous avons à notre disposition un fichier CSS, d'ailleurs que je peux nettoyer maintenant pour l'instant. J'enregistre. Et pareil ici, un fichier JavaScript. Donc je peux garder la fonction ready de jQuery. Je peux effacer ce console log et ici je vais mettre un commentaire fin du ready. Voilà, comme ça tout est clair. J'enregistre. Et maintenant nous pouvons attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire la fonction qui va nous afficher la taille du viewport. Au niveau de mon fichier JavaScript, je vais coller la fonction suivante que j'ai appelée viewport, qui va me renvoyer la largeur et la hauteur du viewport. Dans notre cas, on n'utilisera que la largeur, mais rien ne vous empêche, vous, dans d'autres applications, d'utiliser la hauteur de viewport. Alors cette formule, ici, peut paraître un petit peu barbare, parce que c'est une fonction assez ancienne que j'avais récupérée sur Internet il y a un bon petit moment, et elle était prévue à l'époque pour fonctionner avec les vieux navigateurs et aussi les vieilles versions de JavaScript. C'est pour ça qu'on teste la présence de la propriété innerWidth. Et si elle n'existe pas, à ce moment-là, on récupère les propriétés document element ou document body suivant le cas. Mais dans tous les cas, on retourne en fait un objet qui contient deux paires clés-valeurs, width ici et height, qui seront la hauteur et la largeur du viewport. Et suivant les conditions, la formule va renvoyer soit cette ligne ou soit cette ligne. Mais en général, pour les navigateurs actuels, c'est la propriété innerWidth qui va être utilisée. D'ailleurs, si je prends ici, par exemple, cette chaîne comme ceci, que je fais un coller, je peux me positionner dans le navigateur, faire apparaître la console, ici, et taper la valeur, et vous voyez qu'il me retourne le viewport. Voici donc la fonction que nous allons utiliser. Ensuite, je vais compléter mon code JavaScript ici, avec ces quelques lignes, comme ceci. Donc je crée une fonction que j'appelle dimget qui va appeler la fonction viewport. Pour l'instant, je vais faire un affichage dans la console pour vérifier que tout marche bien. La fonction sera appelée une première fois ici au chargement de la page et ensuite chaque fois que l'on redimensionne la page. C'est pour ça que nous avons ici un appel à $window avec la propriété resize à laquelle nous passons la fonction dimget. J'enregistre. Je vais faire réapparaître la page ici. Au passage, je vous informe que j'ai un petit peu modifié le code pour avoir une page qui ne soit pas monotone. J'ai mis des paragraphes de taille différente, j'ai rajouté un titre, un peu de padding en haut. Mais ça n'a aucune importance parce que vous ferez cela dans votre propre page. Je fais apparaître la console. Et ici, je vois bien que j'ai l'affichage de la largeur qui s'affiche. Si je fais varier ici la largeur de ma fenêtre, je vois bien que la valeur change. Et je vois aussi que je vais vous demander de regarder en haut de la fenêtre de Chrome ici. Il affiche les dimensions du viewport. Donc c'est une particularité de Chrome qui a été rajoutée assez récemment. Firefox ne le fait pas encore, mais vous voyez que les valeurs correspondent. Ici j'ai 1256, j'ai 1256, donc j'ai bien la valeur qui s'affiche de la largeur de mon viewport. Ma fonction est bien implémentée, ça fonctionne, et nous allons pouvoir passer à la suite. Alors j'oubliais aussi bien sûr de vérifier avec vous que cela fonctionne avec l'outil Device Toolbar de Chrome. Si je clique sur ce bouton, où je peux faire varier ici artificiellement la largeur du viewport pour tester mes pages.
Donc j'ai bien les valeurs qui correspondent, hein. On a 802, 802. Ici, si je réduis 600, on a 622, 622. Ça fonctionne bien. Donc je reviens ici en affichage plein pot et nous allons revenir dans notre page HTML. Donc je bascule ici sur la page HTML et maintenant je vais rajouter un premier pointeur dans ma page pour m'indiquer la largeur du viewport. Alors pour faire ceci, je vais me positionner juste après le body ici et je vais coller un paragraphe que j'ai préparé comme ceci. Alors bien sûr, ce paragraphe en production, il faudra le supprimer ou au moins le commenter dans un premier temps, mais il ne faudra pas le faire apparaître sur le site final. Nous avons un paragraphe tout simple auquel j'ai donné un identifiant pour pouvoir le localiser plus tard. J'ai mis une légende viewport 2 points et ensuite j'ai mis à l'intérieur un span, une balise span comme ceci, à laquelle j'ai attribué deux classes. La première classe va servir au niveau comportement, on va dire, et la deuxième classe va servir pour le style du span. On mettra un fond différent, etc. J'ai séparé les deux classes pour pouvoir réutiliser la deuxième dans un autre cas. Si j'enregistre maintenant le fichier, je vois ici que j'ai fait apparaître viewport, donc mon paragraphe apparaît bien. Nous allons le styler un petit peu. Et pour le styler, nous allons devoir ici utiliser le JavaScript, car en fait, je veux styler son parent. C'est le paragraphe que je vais styler. Donc vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc je reviens ici au niveau du code. Je vais me repositionner dans le fichier JavaScript. Et ici, alors dans un premier temps, je vais quand même afficher la largeur du viewport à l'endroit où je veux le faire. Et on va s'occuper du style juste après. Donc ces deux lignes ici que j'avais inclus dans la fonction dimget, je vais les remplacer par la véritable ligne, comme ceci. Je sélectionne avec jQuery l'élément qui a pour classe sizeOfViewport. Donc je vous rappelle que c'est l'élément que je viens de rajouter ici au niveau du span. C'est lui qui va contenir ici, à cet endroit, la largeur du viewport. Ensuite, je remplace son contenu avec la fonction texte de jQuery par le résultat de la fonction viewport, pour laquelle je récupère la propriété width. Donc j'enregistre ceci, je fais réapparaître ma page ici, et vous voyez que la taille du viewport s'affiche ici, et si je fais varier la largeur, l'affichage varie en conséquence. Voilà, nous avons réussi à afficher la taille ici. Alors bien sûr, moi je l'ai mis tout à fait en haut, mais vous pourriez la mettre où vous voulez. C'est pour ça que, comme je le disais dans l'introduction, on a des outils pour faire ça. Ici, vous pouvez cliquer là, vous avez la largeur. Mais si vous voulez l'afficher dans un contexte précis, et si vous voulez vous faire varier la taille de la fenêtre réellement et non pas la taille d'une émulation, comme on fait ici, vous pouvez le faire autrement, et c'est ce que je vous propose dans ce tutoriel. J'enlève ici le Device Toolbar, je vais revenir dans le code. Et maintenant, nous allons travailler sur le style de notre élément span. Je vais donc copier ici une fonction que j'ai préparée. C'est un appel de la fonction each de jQuery que je vais appliquer à mon élément qui a la classe sizePreview. Et je vous rappelle que la classe sizePreview, c'est la deuxième classe ici que j'ai affectée au span. Et je vous rappelle encore une fois que j'ai séparé les deux classes parce que cette classe-là sera utilisée dans un autre contexte. Ça me permet de séparer les deux fonctions et de pouvoir réutiliser ma fonction de style CSS à un autre élément. Donc je reviens ici, je vais le réindenter correctement, comme ceci. Là, je peux copier ce commentaire ici pour organiser mon code. Le mettre ici, et là je vais mettre style du span, affichage, vous mettrez ce que vous voudrez. Pensez à faire des pavés de commentaires pour structurer votre code, ça sera plus facile à lire après. Donc là, que faisons-nous? Nous prenons l'élément qui a la classe sizePreview et nous allons appliquer la fonction each, car j'ai l'intention d'en utiliser plusieurs, donc je vais tous les traiter. À chaque fois que j'en ai un, donc à chaque rotation de la fonction, je vais remonter d'un niveau avec la fonction parent. Rappelez-vous que la fonction parent va me faire parvenir au paragraphe. Et ensuite, je vais appliquer du CSS avec la fonction CSS. Et là, je vais appliquer une couleur de fond rouge, comme ceci. Donc j'enregistre. Je fais revenir ici le site et je vois bien que le fond rouge a été appliqué.
Nous allons continuer à appliquer du style CSS à notre valise span à partir de notre JavaScript. Et pour faciliter les choses, je viens de mettre côte à côte les deux fenêtres. Comme ça, vous allez voir l'évolution au fur et à mesure que je rajoute du code. Au passage, si vous êtes observateur et un peu curieux, vous avez peut-être remarqué ici dans le code que les accolades ici ou les parenthèses ont des couleurs différentes. Alors, ça sera peut-être pas le cas, vous, si vous avez Visual Studio Code installé comme ça, brut de fonderie, enfin, sorti d'usine. C'est parce que j'ai installé un add-on, enfin un plugin, qui s'appelle Bracket Pair Colorizer. Donc, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas installé. En plus, tout est gratuit, là, donc il n'y a pas à hésiter. Alors, je vais replier ceci. Et ce plugin vous permet, en fait, de colorer les parenthèses et les brackets pour vous permettre de mieux les localiser. Par exemple, ici, je vois que ma parenthèse jaune après le if, elle se termine ici. Celle qui est magenta ici, après se termine là. L'accolade ici ouvrante se termine ici. Ça permet de mieux repérer votre code. Voilà, donc c'était une aparté sur le plugin Bracket Pair Colorizer. On revient à notre code. Ici, je vais rajouter une virgule. Je vais, par exemple, rajouter la couleur blanche. Je vais sauvegarder et vous voyez que la mise à jour se fait aussitôt. C'est plus rapide. Ensuite, comme je ne veux pas qu'il fasse toute la largeur ici, je vais rajouter display inline block comme ceci. J'enregistre. Voilà, comme ça maintenant on a juste le fond rouge en dessous du texte. Je vais rajouter un petit peu de padding là parce que ça paraît un peu étriqué. Donc là je vais mettre 3 pixels sur les côtés latéraux par exemple et 15 pixels en haut et en bas. J'enregistre. Voilà, et là j'ai plus d'espace. Alors bien sûr, vous mettez le style que vous voulez, hein, ça vous êtes absolument libre. Nous avons ici notre indicateur de viewport. Par contre, maintenant si je fais défiler la page ici, hop, il va se barrer en haut, là on ne va plus le voir. Pour remédier à ça, je vais lui changer la propriété position et je vais lui mettre la position à fixed. Comme ceci. J'enregistre et maintenant si je déplace mon ascenseur, mon indicateur il va rester en haut, il ne va pas bouger. Alors bien sûr, à un moment donné, votre contenu pourra se superposer dessus, mais bon, globalement, vous l'aurez toujours plus ou moins en haut de la page. Alors encore une fois, après, vous êtes libre d'adapter ce que je vous montre en fonction de votre cas, mais moi j'ai choisi d'avoir ici l'étiquette en haut. Par la suite, nous risquons d'avoir un petit problème si nous voulons réutiliser la classe sizePreview sur d'autres éléments span au niveau du style, car nous avons affecté la propriété CSS positionne à la valeur fixed et si j'utilise à nouveau cette classe, tous les éléments auront cette propriété position à fixed. Et c'est pas ce qu'on veut. Pour remédier à cela, nous allons détecter l'attribut ID de l'élément parcouru et s'il est égal à viewport size, à ce moment-là, nous mettrons la propriété position à la valeur fixed et autrement, nous mettrons autre chose, soit relative ou absolue, on va voir. Je retourne dans le code JavaScript. Dans un premier temps, ici, je vais faire apparaître l'attribut ID. Je colle ces deux lignes, ici. Je déclare la variable attr comme attribute. Et je vais chercher en utilisant $this, c'est-à-dire l'élément parcouru à ce moment-là dans la boucle each. Je vais remonter à son parent. Ce sera le paragraphe dans notre cas. Je vais récupérer l'attribut ID et je vais l'afficher dans la console pour voir ce que c'est. J'enregistre. Et là, je vois bien que je récupère viewport size, qui correspond à cet élément. On est d'accord. Ensuite, je vais modifier cette valeur ici. Et pour la modifier, je vais tester la valeur de la variable attr. Et si elle est égale à viewport size, je vais appliquer la valeur fixed. Et sinon, j'appliquerai la valeur absolue pour l'instant. Pour faire ceci, je vais utiliser l'opérateur ternaire de JavaScript. Je tape donc attr égal, alors je me demande s'il est égal à viewport size, comme ceci. Je pose donc la question. Si c'est le cas, je vais appliquer la valeur fixed. Et si ce n'est pas le cas, je vais appliquer la valeur absolue. Nous verrons plus tard les conséquences que ça a avec les autres éléments que je vais rajouter. Donc j'enregistre. Et je vois ici que j'ai toujours mon élément qui est en position fixe. Je peux d'ailleurs l'interroger ici si je fais inspecter. Et donc je vais voir position fixe. Donc tout marche bien.
Avant de passer à la suite, nous allons faire un petit peu d'optimisation, car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici nous avons utilisé 2 fois la fonction $this ici. C'est-à-dire que nous avons 2 fois mis en mémoire l'objet this. Et ceci, ça prend du temps avec le JavaScript, car nous sommes obligés à chaque fois de reparcourir tout le document object model de notre page. Donc ce n'est pas une pratique optimale. Ici, ce n'est pas très grave, car ce que nous faisons serait supprimé au moment de la mise en service du site, mais c'est une bonne démarche et on en profite ici puisque nous sommes dans un contexte éducatif. Lorsque nous utilisons $this plus d'une fois, il est fortement recommandé de le mettre en cache pour éviter que le JavaScript aille rescruter la page plusieurs fois de suite. Je vais donc incorporer une ligne ici, toute simple, comme ceci. Je vais déclarer une variable que je crée, que j'appelle $this, dans laquelle je stocke l'objet jQuery $this. Il y a bien une différence entre les deux. Ceci, c'est un objet jQuery, c'est-à-dire qu'il va scruter toute la page, tout le code de la page HTML pour récupérer l'objet qui correspond à l'instance fournie par la fonction en cours, et je vais le stocker dans une variable que j'appelle $this. Dès que j'aurai fait ça, la valeur sera stockée en mémoire, et si j'ai besoin de la réutiliser, l'accès sera plus rapide. Maintenant que j'ai fait ça, je vais remplacer ici cette valeur ainsi que la deuxième ici par $this. Comme ceci. J'enregistre. Le code fonctionne toujours de la même façon, mais en interne, ça marche plus vite. Donc pensez-y si vous avez des pages après très compliquées au niveau du code jQuery, surtout que le jQuery est quand même assez gourmand en ressources. Pensez bien à optimiser votre code comme ceci. Nous pouvons maintenant supprimer ce console log ici. Et là, je vais un petit peu quand même élargir, juste temporairement. Voilà, ici c'est une seule ligne, puisque l'absolute était en dessous, c'était trompeur. La ligne se décompose, j'insiste bien. Ici nous avons la clé, position, et la valeur est ici. Le choix de la valeur dépend du résultat d'une fonction ternaire de JavaScript. Je rappelle qu'ici nous définissons une condition. Donc on se demande si attr est égal à viewPortSize grâce au point d'interrogation. Si c'est le cas, on choisit cette valeur. Si ce n'est pas le cas, on prend cette valeur. C'est l'opérateur ternaire. Ça existe aussi en PHP. Je pense que vous l'avez peut-être déjà utilisé, mais pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est à ça que ça sert. Donc je vais ramener la fenêtre un peu ici. Je vais revenir dans le code HTML. Je vais me positionner à l'intérieur ici d'un élément, par exemple celui-ci. Et juste après l'ouverture de la balise div, je vais insérer un nouvel élément, comme ceci, un paragraphe. Donc je ne lui donne pas de classe ni d'identifiant, j'en aurai pas besoin. On remontera juste à son parent à partir de la classe. Alors je vais un peu... Voilà, je préfère vous le montrer sur une seule ligne, comme ceci. Le voilà. Le paragraphe est ici. Donc on a élément de points. Et ici nous avons, comme dans le premier cas, un span vide que nous compléterons avec du JavaScript. J'ai conservé la fameuse classe ici sizePreview que je vous avais dit que je comptais réutiliser. Et j'ai attribué une nouvelle classe ici au niveau du comportement. Elle va s'appeler sizeOfElement. Voilà, nous allons ici étudier le JavaScript de cet élément. Alors je ramène comme ceci. Je vais enregistrer. Et là, vous voyez que l'élément s'affiche ici. Étant donné que je lui ai donné la classe sizePreview, il va récupérer le style. Par contre, il se déplace avec le contenu, donc il est bien en position absolue. Il est en position absolue au niveau de l'élément parent ici. On aurait pu lui donner la classe ici relative, si on veut. Alors relative au niveau du CSS, si on ne donne pas des positions numériques après l'élément, c'est un peu un résultat neutre. C'est-à-dire que l'élément va revenir dans le flux. D'ailleurs on le voit bien ici, il y a l'élément ici et ensuite le paragraphe commence ici. Si je reviens en absolute, j'enregistre, je vois bien qu'il va se mettre par-dessus le texte. Si je l'interroge ici avec inspecter, vous voyez que si je décoche ici position absolute, il va revenir en relative, c'est par défaut, c'est la position par défaut, et à ce moment-là, le texte se mettra en dessous. Donc suivant le cas, vous choisissez une option ou une autre. Absolute, ça me plaît bien.
je vais le laisser comme ça. Nous avons l'élément qui est affiché et nous avons bien fait la distinction en fonction ici du test, c'est-à-dire étant donné que son parent n'a pas l'identifiant viewport size, il sera en position absolue. Maintenant que nous avons vu le style, nous allons nous occuper du comportement de cet élément. Au niveau de mon fichier JavaScript, je vais revenir ici dans la fonction dimget et je vais rajouter un nouveau petit bloc de code. Voilà, comme ceci. On va le détailler ensemble. Au passage, je vais arranger les commentaires. Alors ici, je vais dire que c'est le style du span affichage viewport. Ce sera plus cohérent. Je vais le copier et le coller ici. Je vais dire que c'est le... Voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais n'hésitez pas à commenter votre code, car encore une fois, quand on est dedans, tout va bien, et si vous revenez 6 mois après, vous ne comprenez plus rien. Vous pouvez même commenter les lignes si vous voulez. Nous allons détailler ce que nous venons de faire. Je vais aller plus vite cette fois, puisqu'on a vu le principe un peu plus bas. Je mets en mémoire le dollar, parenthèse 10 ici, dans une variable, puisque je vais l'appeler plusieurs fois ensuite. Je vais déclarer une variable qui s'appelle elemWidth, qui va interroger le parent de l'élément, en fait 2 fois. Rappelez-vous que notre paragraphe que nous venons d'installer ici, il est là, mais nous interrogeons le span ici. Size of element, c'est le span. Là, nous voulons afficher la taille de l'élément parent, qui sera ce div ici de classe colonne de Bootstrap. Je vais donc devoir remonter 2 fois. Une fois pour atteindre le paragraphe, et une deuxième fois pour atteindre le div. C'est pour ça que j'ai 2 fois parent ici et parent. Et ensuite, je vais récupérer avec la fonction CSS de jQuery la valeur width. Après, je vais affecter la propriété texte de l'élément en cours dans la fonction each, c'est-à-dire le span qui est actuellement visité, et je vais remplacer son contenu par la valeur de sa largeur. Alors j'enregistre, et ici nous voyons que nous avons une valeur qui s'affiche. Si je fais varier la largeur du viewport, comme ceci, je vois que ça fonctionne. On a élément, la taille qui change à chaque fois. Et donc c'est la taille du div supérieur. Si j'inspecte ici le div, donc ici, il va bien m'indiquer une largeur de 570. Donc ça fonctionne. Je ramène la fenêtre ici. Au passage, je vais copier ceci, le mettre là, et je vais dire que c'est affichage taille viewport. Parce que rappelez-vous que celui-ci, c'est celui qui affiche la taille du viewport en haut, ici. Voilà, comme ça mon code est bien documenté, j'enregistre. À partir de maintenant, je pourrais rajouter autant d'éléments ici, size of element et size preview que je veux dans mon document. Je peux copier mon paragraphe ici, CTRL-C. Je peux venir n'importe où, par exemple ici, et je peux coller. Donc je viens de rajouter un deuxième élément quelque part ici, là. J'enregistre et je vois qu'il apparaît ici. Et à chaque fois, on a son affichage qui s'affiche. Alors là, j'affiche l'élément qui contient les 2 colonnes. C'est pour ça qu'il a la même largeur que l'autre. Alors suivant les cas, ça peut être gênant. Vous voyez que là, l'affichage absolu, ça gêne un peu, on a du mal à lire. Mais en faisant ainsi, il faut aussi noter qu'on ne perturbe pas le flux de notre document. Que ce soit pour la position fixe ici ou absolute, nos éléments ne perturbent pas la mise en page de notre document. Car si nous changeons cette propriété, par exemple ici, si je supprime... alors il est où? Ah mais non, c'est le span. Ah mais je suis pas dans le bon là. Hop. Ah oui, alors en plus il est difficile à sélectionner puisque il est superposé. Alors, il est où? Il est où? Le voilà. Span. Voilà, si j'enlève la position absolue, vous voyez qu'il va se mettre, enfin le paragraphe va se mettre en dessous, mais par contre, on va briser la mise en page de notre site. Donc c'est à vous de voir suivant le cas. Éventuellement, vous pourriez faire une case à cocher, puisque tout à l'heure, dans la prochaine étape,
on va rajouter, rappelez-vous, une case à cocher pour surligner les divs. Vous pourriez aussi développer le truc en rajoutant une case à cocher qui vous ferait basculer entre position absolue ou relative. C'est à vous de voir. Donc là, je rafraîchis pour revenir où c'était. Je vais ramener la fenêtre ici. Et maintenant, nous allons continuer notre développement en rajoutant ici les éléments dans l'affichage du viewport. Je reviens momentanément dans le code JavaScript ici, car pour être vraiment rigoureux, ici, je dois enlever ceci, car le code en dessous ne concerne pas que l'affichage du viewport, il s'applique aussi à l'affichage de l'élément. Donc, j'enlève ceci. Alors, on pourrait dire que c'est du pinaillage, mais tout ça, c'est important quand même, que votre code soit clair, documenté, et qu'il ne soit pas ambigu. Ici, c'est le style du span affichage dans les deux cas. Je ne dois pas rajouter viewport. Alors, c'est un petit détail, mais ça a son importance. Je reviens au niveau du HTML. Je vais remonter au niveau de mon paragraphe viewport size, ici, donc celui qui affiche la largeur du viewport. Je vais rajouter un autre span ici, comme ceci. Et je vais mettre un espace entre les deux spans. Alors pour que ça soit plus lisible, je vais essayer de vous l'afficher sur une seule ligne. Bon, apparemment on ne peut pas. Je vais le détacher comme ça, pour que vous voyez mieux. Alors, je vais revenir ici, comme j'étais avant. Le paragraphe est constitué donc de ce texte et de deux spans. Le deuxième span, on l'a traité au début, hein, c'est celui qui affiche la taille du viewport. Et maintenant, je vais rajouter le type de viewport, ici. Et entre les deux, j'ai mis des espaces. Là. On ne les voit pas, mais ils y sont. S'ils n'y sont pas, on les rajoutera après, c'est pas grave. J'enregistre. Rien ne change à l'affichage puisque je n'ai pas alimenté le contenu de mon span, c'est normal. Et nous allons le faire maintenant, par contre, avec du CSS, ce coup-ci. Je vais me positionner dans le fichier CSS qui était resté vide pour l'instant. Alors je vous rappelle que ce fichier CSS, c'est un fichier de travail. Lorsque vous déploierez votre site sur l'hébergement, bien sûr, il ne faudra pas le raccorder sur le site final, bien sûr. Et je vais coller un code que j'ai préparé. Alors là, je vais aller un peu vite, hein, je ne vais pas trop détailler, sinon le tutoriel va durer 3 heures. Je vais faire varier la couleur de fond du body en fonction de la largeur du viewport. Pour cela, je vais utiliser les points de rupture de Bootstrap. C'est pour ça que vous voyez ici des Media Query. Les points de rupture de Bootstrap, vous pouvez les trouver dans la documentation si vous ne les connaissez pas, mais les voici. 576, 768, 992 et 1200. Si vous avez un autre design avec des points de rupture différents, vous adapterez, hein, peu importe. Là, encore une fois, moi je vous montre un exemple. Hein. En fait, je vous apprends à pêcher et après vous vous débrouillez, quoi, plutôt que de vous donner le poisson tout cuit. Au départ, on va partir avec une certaine couleur. Les couleurs, elles sont arbitraires, hein, peu importe, vous mettez les couleurs que vous voulez. Encore une fois, sur le site en production, ça disparaîtra. Et aussi, nous allons rajouter, grâce au pseudo-élément before, un texte avant le span en question, qui a pour classe size of viewport. Dans le premier cas, le contenu, ça sera x small pour extra small. Ensuite, nous aurons small, medium, large et extra large. Et la couleur va changer, simplement. J'enregistre. Et là, vous voyez déjà que la couleur a changé. Et nous avons aussi la taille extra small qui s'affiche. Comme ceci. Alors, je l'ai mis entre crochets, hein, ça n'a aucune signification, c'était pour le différencier, mais ça n'a pas une valeur, c'est pas un élément de tableau ou quoi, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre des parenthèses, vous pouvez mettre rien du tout. Moi, j'ai eu envie de mettre des crochets pour faire une différenciation, mais peu importe. Donc maintenant, je vais élargir la page. Donc vous voyez que ici, nous passons à small. Nous avons dépassé le point de rupture 576, puisque nous sommes à 647, hein, ça fonctionne bien. Si je continue, nous allons attaquer medium, c'est-à-dire que nous avons dépassé 768. Je continue. Nous avons large, puisque nous avons dépassé 992. Et ensuite, après 1200 et plus, nous allons avoir extra large. Voilà. Et la couleur va changer. Donc cela peut vous donner des indications lorsque vous développez. Ça peut être d'une utilité. Plutôt que d'être obligé de consulter à chaque fois quand vous utilisez cet outil
Vous êtes obligé de regarder en haut la taille. Ici, vous êtes obligé de regarder les médias query qui s'affichent pour savoir dans quelle zone vous tapez. Voilà, c'est encore une fois, je vous montre un outil, hein. Je ne vous dis pas qu'il faut utiliser ça absolument, mais en même temps, ça nous fait faire un exercice de codage, donc c'est tout bénef. Je reviens ici, et maintenant, nous allons rajouter, pour finir, la case à cocher. Avant cela, on va quand même inspecter au niveau du code pour voir l'effet du pseudo-élément before. Je retourne ici avec une inspection. Et je vais regarder au niveau du span. Voilà. Donc le before, il a mis où? Ah ben tiens, là... Ah ben oui, j'ai fait une petite erreur là. Vous voyez que le pseudo-élément before, il s'affiche ici. Mais ce que j'ai fait, je me suis trompé, c'est un bien grand mot. Ici, j'ai utilisé size of viewport et étant donné que j'avais rajouté type of viewport, peut-être fallu mieux valu que... Alors, c'est pas compliqué. On va faire une sélection là. Donc, je sélectionne tous les size of et je vais déplacer le curseur et je vais remplacer. Donc, je vais effacer size et je vais mettre type of viewport. J'enregistre. L'affichage ne change pas, c'est normal, hein, puisque je mettais un élément avant span, c'était pas le bon, mais enfin, peu importe. Là, je comprends pas. Bon, alors je sais pas comment il affiche. Je cherche à afficher, à savoir où il a affiché le pseudo-élément. Le voilà, il affiche ici. Bon, il n'affiche pas dans le code. À mon avis, c'est réinjecté après coup par le navigateur. Bon, peu importe. En fait, là, c'est vraiment un outil de développement. On n'a pas de soucis de conformité aux recommandations du W3C et compagnie. Là, c'est vraiment un utilitaire, donc on ne va pas se casser la tête. Mais bon, c'était par simple curiosité. En tout cas, le pseudo-élément est bien rajouté, on le voit ici. Je vais revenir à la situation comme ceci. Je vais revenir au niveau du code HTML. Je vais me repositionner encore une fois dans mon élément ici, paragraphe d'identifiant viewport size. Et je vais rajouter un nouvel élément ici. Donc je le colle. C'est un input de type checkbox et je lui ai donné un identifiant que j'ai appelé outline div. Car pour l'exemple, je vais lui faire surligner tous les éléments HTML de type div. Mais vous pouvez bien sûr l'utiliser pour n'importe quel usage. J'enregistre et je vois ma case à cocher qui s'affiche ici. Bon, bien sûr, si je clique dessus, pour l'instant, il ne va rien se passer. Mais on va gérer son comportement avec du JavaScript. Je retourne dans le code JavaScript. Je vais me positionner quelque part, bien sûr, en dehors de la fonction dimget, bien sûr. Ici, j'ai une accolade qui est pas au bon endroit. Voilà, ça c'est important aussi, hein, l'indentation des accolades et compagnie. Alors, je vais enlever ces deux espaces ici, comme ceci. Je vais me positionner dans cette zone. Je vais dupliquer le commentaire ici. Alors, il y a une astuce avec Visual Studio Code. On peut faire CTRL majuscule, flèche vers le bas, et il duplique tout ce qui est sélectionné. Ça peut être pratique. Et je vais appeler ça CTRL case à cocher. Encore une fois, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Pour votre cas, hein, c'est en ce qui vous concerne. Et je vais étudier ce qui se passe lorsque la case à cocher subit un changement. Donc pour cela, je vais interroger toujours avec le dollar. En fait, je vais faire $each de quelque chose. Souvent, je préfère faire comme ça. Je tape le squelette de ma fonction. Donc, je sais que je vais sélectionner quelque chose avec jQuery. Je vais appliquer la fonction each. Donc, ce que je vais sélectionner avec jQuery, ça va être l'élément qui a l'identifiant outline div. Donc, celui-ci. Ah, mais c'est pas each par contre. Non, c'est change que je voulais faire. Autant pour moi. C'est change. Je vais interroger le changement d'état de la case à cocher. Oui, autant pour moi. Et quand ça arrive, je vais créer une fonction anonyme, comme ceci, et je vais étudier l'état de la case à cocher. On peut faire un test ici, je vais faire console.log,
Et je vais interroger alors $this. Donc $this, c'est la case à cocher, puisque c'est l'élément qu'on est en train de contrôler. Et je vais contrôler ici avec la fonction is, je vais vérifier si il est checked. Donc là, je vais mettre checked comme ceci. C'est la syntaxe de jQuery, hein, JavaScript, j'invente rien là. Voilà, alors là, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas là. Effectivement, il faudrait peut-être que j'écrive le mot fonction correctement et tout rentrera dans l'ordre. J'enregistre, je fais réapparaître la console ici et normalement si je clique sur la case à cocher, vous voyez que l'état s'affiche comme true, donc checked est true. Si je coche à nouveau, c'est false, et si je recoche, etc. Chaque fois que je coche la case, l'état change. Je vais donc interroger cet état et je répondrai en fonction du résultat. Je vais faire un petit peu de place ici. Je vais remplacer le console log par un if. Ici, je vais ouvrir les accolades. J'aurai une condition else, comme ceci. Dans un premier temps, si c'est checked, je vais rajouter du style CSS, et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je l'enlèverai. Alors le style CSS, je vous laisse libre de rajouter ce que vous voulez. Dans mon cas, je vais rajouter la propriété outline. C'est équivalent à un contour, mais l'avantage, c'est que ça ne modifie pas le design. Si vous mettez un outline de 10 pixels, ça ne va pas avoir le même comportement que si vous mettez un contour de 10 pixels. Donc ici, je vais coller ces deux lignes. Voilà ce qui se passe. Pour tous les divs, ici, je vais mettre un outline de 1 pixel solide en rouge. Et je vais mettre pour les divs qui ont la classe row, je vais le mettre de 4 pixels dashed green, c'est-à-dire pointillé gris. On n'est pas obligé de faire ça, hein, vous faites comme vous voulez. Un div qui a la classe row, c'est un div, mais on pourrait se dire tous les divs sont en rouge. Mais comme la règle est définie après, elle va supplanter, dans le cas de la classe row, tous les autres divs. Ça, c'est ce qu'on appelle la cascade. Et si on est dans le cas de else, c'est-à-dire si la case est décochée, à ce moment-là, on va supprimer l'outline. Donc je viens ici et je vais coller ceci. C'est-à-dire que je vais remettre tous les divs, donc même ceux qui ont la classe row, avec la propriété outline égale à none. J'enregistre. Je vais revenir un petit peu ici pour avoir un peu d'espace. Et si je clique sur la case à cocher, vous voyez que les divs sont entourés. Ça peut vous aider pour voir votre design. Par exemple, ici, je vois que cet élément qui est vide, ici, je pouvais me demander ce qui se passait. Ben, en fait, c'est un élément qui fait cette taille-là. Et il n'y a que 3 lignes à l'intérieur. Mais c'est bien un seul élément. Ça vous permet de visionner vos éléments. Et on a tous ceux qui sont en vert. Ce sont ceux qui ont la classe row. Donc j'en ai un ici. Je le vois là où j'ai mis le H1. J'en ai un autre ici. J'en ai un autre ici. J'ai celui ici intérieur qui contient 2 colonnes. Et j'ai les colonnes en rouge. Voilà. On pourrait invalider cette ligne temporairement. Ça fait un peu chargé là. Et ici, si on revient et qu'on clique, voilà, là on a tous les divs, quels qu'ils soient, qui s'affichent. Avec un... Alors c'est pas un contour, hein, c'est un outline. Pour voir la différence, on va le simuler. Imaginons que je mette l'outline à 10 pixels, hein, soyons fous. J'enregistre. Je clique ici. Donc là, vous voyez que l'outline s'affiche sans perturber le contenu et le flux, en fait, de notre document. Puisque le outline n'est pas inclus dans le box model. Maintenant, si je remplace l'outline ici par border, que j'enregistre, à ce moment-là, quand je vais cliquer, voilà, ça va éclater le design. Vous voyez que nos éléments ici, ils sont éclatés puisque le contour a rajouté de la substance à notre document. C'est pour ça que dans ce genre de contexte, l'outline est bien pratique. Il ne modifie pas le design. Alors je vais revenir où j'étais. Voilà, comme ceci. Je vais recontrôler que ça marche bien. Voilà. Alors donc là, vous adaptez comme vous voulez, encore une fois. Hein. Vous pouvez vous en servir pour colorer les divs
avec une certaine couleur, enfin, suivant la classe qu'ils ont. Vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez. Moi, je vous montre juste une base de départ, et après, vous devez être capable de l'adapter à votre cas. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous en aurez trouvé le contenu intéressant. Hors caméra, je me suis amusé à modifier un petit peu le code de ma page HTML. Ici, j'ai modifié les deux colonnes qui sont ici en ajoutant la classe col12 et colLG6 pour lui faire prendre les 12 colonnes en dessous du point de rupture large. J'ai numéroté ici les deux paragraphes. Vous voyez 01, 02, et j'ai rajouté un élément à la fin du deuxième paragraphe. Si je reviens au niveau de ma page, nous le voyons ici, 01, 02. J'ai rajouté un petit peu de padding ici au niveau du paragraphe afin de décoller un petit peu pour mieux voir l'élément. Et maintenant, si je réduis la fenêtre, comme ceci, vous allez voir qu'à un moment donné, ici, les deux éléments vont s'empiler parce qu'on est en dessous du point de rupture large, puisqu'on est à médium. Donc je contrôle bien que quand je passe de large à médium, puisque je suis ici à médium, mes deux éléments ici sont superposés, puisque en dessous de large, ils ont la classe col12. Et col12, ça veut dire qu'il prend 12 colonnes de l'élément dans lequel il se trouve, et l'élément dans lequel il se trouve, c'est un élément de classe col6, ici au-dessus. Voilà, donc ça me permet de bien vérifier, et je vois que j'ai une taille de 360 pixels de large, etc. Voilà, donc j'espère que vous pourrez adapter cette méthode à vos développements afin d'obtenir de meilleurs résultats. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.